Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous matinal du lundi au vendredi pour analyser les news crypto et les news du marché. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la vidéo, c'est très simple, likez, partagez, ça aide au référencement et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. J'espère que vous allez bien ce 20 décembre 2022. On va attaquer l'actualité avec pas mal de petites choses au programme, avec déjà, nous avons une nouvelle de la Chine, et notamment une des provinces chinoises qui annonce investir massivement dans le métaverse. On parle d'un investissement qui est colossal, qui est de 28,7, quasiment 30 milliards de dollars, dans l'industrie du métaverse en 2025. Donc on se rend compte que la Chine ne veut pas être que le pays enfin l'usine du monde, mais veut être beaucoup plus loin avec les investissements qu'ils ont notamment en tech, que ce soit au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau du téléphone, au niveau des voitures, et là, du métaverse, donc ils sont sur tous les points. Nous avons ensuite dans les nouvelles Visa qui qui cherche en fait des solutions pour permettre des paiements automatiques au niveau d'Ethereum avec des wallets sans signer les transactions. Et pour aller plus loin, en fait, dans cette nouvelle, on se rend compte que c'est plutôt exactement Starknet, qui est une layer 2 d'Ethereum, qui permet de faire ça, en tout cas sur lequel Visa envisage de le faire. Starknet, on en a parlé pendant longtemps, c'est un projet qui est très intéressant, qui se base sur le ZK Proof, donc c'est-à-dire le Zero Knowledge Proof, pour pouvoir valider les transactions à faible coût et en très très grosse quantité, donc vraiment un gros outil de scalabilité, et qui est basé sur le Kero, qui est un nouveau langage de programmation qui permet beaucoup de choses, et qui n'est pas EVM compatible, mais qui permet en tout cas de porter une EVM, comme on l'a démontré, enfin en tout cas comme des développeurs l'ont démontré, en quelques semaines de développement, ils ont été capables de créer une EVM compatible autour de Starknet. Donc on aurait Visa qui justement explore la technologie de Starknet à travers cette layer 2 pour pouvoir essayer de créer une fonctionnalité qui va être d'auto-paiement, en tout cas de récurrence dans les paiements sans signer automatiquement. Et justement, Visa précise que c'est quelque chose qui manque, en tout cas sous forme d'infrastructure au niveau des blockchains, et qui pourrait être développé par la suite, et en effet, on aurait à ce moment-là une belle inclusion totale de Visa, et donc des moyens de paiement en général dans la technologie de la blockchain. C'est peut-être une des briques qui manque pour cette année. Ensuite, nous avons encore et toujours du FUD. Alors, ça c'est très intéressant, on a un article de Cryptos qui reprend une grosse partie des typologies, des problématiques qu'il y a eu, et qui décortique absolument tout, qui décortique la problématique de liquidité, qui décortique la disparition, enfin en tout cas la prise de position soudaine du cabinet d'audit qui avait fait les proof of reserve de Binance et de Crypto.com, et qui revient un petit peu sur ce qui se passe avec CryptoQuant, et donc le sujet réel de Binance. Et est-ce que, oui ou non, il y a une raison de s'en faire, et qu'est-ce qu'est la raison du fait. Alors, l'article est plutôt bien fait, moi la petite chose qui me dérange, mais c'est que on parle justement beaucoup de fun, moi aussi, ça vient aussi de moi, bien évidemment, sur lequel j'ai fait plusieurs quotidiennes où on parle beaucoup de fun, et forcément, à force de parler de fun, bah ça attise le fun, alors qu'il n'y en a pas forcément. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je vois ça, parce que je suis allé faire un petit tour sur CryptoPanic, je vous propose assez rarement des articles là-dessus, parce que le site en lui-même est quand même très tourné sur ce qui fonctionne, entre guillemets, c'est en tout cas ce sur quoi l'algorithme va, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a beaucoup de FUD autour, par exemple, Breaking News, Binance US ne possède aucun Bitcoin. Ok, oui, super, mais on s'en fiche, puisque dans tous les cas, la proof of reserve, ce n'était pas sur Binance US, mais Binance Global, et ils ont expliqué tout simplement que l'ensemble de Binance se gérait de cette façon-là. Et c'est vrai que le gros problème, c'est que on retrouve beaucoup d'articles qui sont tournés vers le fait que Binance ne soit pas liquide, qu'il y ait des problèmes de liquidité. Pour rappel, Binance US vient d'acquérir Voyager Digital pour 1 milliard de dollars. Alors, oui, vous allez me dire, c'était le cas de FTX avant, sauf que là, a priori, c'est acté, c'est validé, et il y a une grosse partie des fonds qui sont verrouillés de cette partie-là, et que derrière, je vous rappelle encore une fois, que FTX et Binance, c'est deux projets séparés, c'est deux CEO différents, et dans lequel nous avons Binance, avec le BNB, Binance n'est pas backé par le BNB,
Et le BNB a une véritable utilité en dehors de Binance. C'est le token de la BNB Chain. BNB Chain qui représente quand même un énorme vecteur de DeFi, d'utilisation. Quand il y avait une saturation d'Ethereum, c'était la BNB Chain qui était le plus utilisé dans la DeFi, parce qu'elle était VM compatible, facile de déploiement, liée directement à Binance. Voilà. Et à côté, on a encore plus d'utilités liées au BNB, donc on n'est vraiment pas du tout dans la même schématique, et dans tous les cas, Binance, par rapport aux informations que l'on a, c'est toujours compliqué de faire des suppositions là-dessus, mais montre quand même beaucoup plus patte blanche que FTX, et a beaucoup moins d'utilisation détournée que pouvait avoir FTX, avec notamment Alameda, ce qui n'est pas forcément le cas au niveau de Binance, et un des proof of reserve qui a été effectué notamment par CryptoQuant montre bien que, en effet, on a quand même une grosse pool de liquidité pour assurer les retraits. L'autre point que je voulais vous donner, c'est que je vous rappelle que ça fait déjà depuis FTX, depuis le 8 novembre, que Binance subit une énorme vague de retrait, certainement la plus grosse qu'a subi cette industrie, et pourtant Binance assure toujours le retrait. Oui, il y a eu un arrêt des retraits sur l'USDC, mais on pouvait swapper et directement passer sur une autre crypto ou une autre stablecoin pour pouvoir retirer, il n'y avait pas de problème de ce côté-là, et le plus gros stress test de l'industrie, bah c'est Binance qui le subit plutôt bien, avec, à côté en effet, énormément de FUD, on a énormément de short positions qui sont ouverts sur le BNB pour pouvoir appuyer, on essaie de refaire un Terra Luna, on essaie de refaire un FTX, alors que c'est pas forcément la même schématique. Ça me rappelle un petit peu l'USDD, ce qui s'était passé à la fin de Terra Luna, où on essayait d'appuyer un peu sur tous les stablecoins, que ce soit l'USD, que ce soit l'USDD, alors qu'il n'y avait pas forcément raison, étant donné qu'on n'était pas sur le même principe, ni la même schématique. Ce qui a fait mal à FTX, pourquoi FTX est tombé, c'est parce que derrière, ce n'était pas quelque chose qui était géré, il n'y avait pas d'assets, les assets étaient utilisés pour faire du trading, ce n'est pas, voilà, ce n'est pas un bank run classique. Si c'est tombé, c'est qu'il y a des raisons fondamentales aussi, il faut pas l'oublier dessus, et faire une grosse schématisation basique en se disant que bon, Binance égale FTX égale tout autre exchange. Par contre, je vous rappelle, comme toujours, faites très attention au niveau de vos cryptos, not your key, not your coin, laissez uniquement le strict nécessaire sur les exchanges pour justement ne pas être impacté, parce que même s'il n'y a pas tout simplement de dépôt de bilan ou de manque de liquidité, on peut se retrouver sur un contrôle des actifs dans lequel on pourrait avoir une impossibilité de retrait. On n'oublie pas que c'est une plateforme centralisée, et ça c'est valable pour toutes les plateformes centralisées. On continue une nouvelle avec Ethereum. Ethereum, sur lequel nous avons Vitalik qui nous donne un petit peu ses visions pour 2023. Alors, je vais vous faire deux vidéos d'ailleurs sur 2023, une sur les coins et une sur la technologie, ce qu'on peut attendre sur 2023. L'avantage, c'est que la blockchain évolue très très vite et je vais pouvoir vous faire justement ces deux vidéos, une dimanche 25 et une certainement pour le dimanche du Nouvel An. Donc pour vous donner un petit peu ma vision, pour l'instant c'est la vision de Vitalik avec trois blocs fondamentaux. 1. L'accessibilité avec l'utilisation des wallets. 2. Le stablecoin, et oui, ça, pas beaucoup de personnes s'en doutaient, mais en effet les stablecoins sont essentiels pour pouvoir gérer des transactions monétaires au sein de la blockchain, et bien évidemment les use cases pour lui avec le fait d'avoir Ethereum qui remplace Facebook et Google et Twitter dans tout ce qui est gestion d'Internet et retirer un petit peu cette notion de centralisation massive des données, même si, bien évidemment, je suis sûr que vous allez me le rappeler, que Ethereum n'est pas si décentralisé que ça, et je suis d'accord avec vous, mais en tout cas l'est beaucoup plus que les GAFAM. Ensuite, nous avons Sushi. Sushi qui, en tout cas son DAO, a ça y est acté le fait que les fees seraient transférées directement à la trésorerie et non pas au holder pour pouvoir renflouer. Je vous rappelle que SushiSwap avait des gros problèmes de liquidité pour pouvoir terminer son développement, en tout cas continuer à gérer son développement, et que la trésorerie commençait à se faire
fine, vraiment très fine, et qu'il fallait la renflouer. Et justement, la totalité des filles, au lieu d'aller au holder, vont maintenant dans la trésorerie pour continuer le projet, ce qui a été très très compliqué au niveau du DAO pour le gérer. Vous imaginez bien que de nombreuses whales ne voulaient pas que les filles qui leur étaient attribuées par le fait de holder soient transférées au projet, ou en tout cas en totalité. Là, ça a été le cas et ça a été validé pour la continuité de SushiSwap. Forcément, il y a beaucoup moins d'intérêt de posséder du sushi maintenant. On continue avec le CME Group qui propose un barème de cotation pour AAV, Curve et Synthetix. Alors, pas que, a priori il va en avoir un certain nombre. L'avantage, c'est que on se retrouve avec une cotation en temps réel pour pouvoir créer des portefeuilles, en tout cas pour qu'ils puissent créer des portefeuilles de cette façon-là, et avoir un impact réel des risques pour pouvoir voir un petit peu ce qui se passe. C'est sorti principalement aussi de la volonté de sortir des exchanges. Ils avaient déjà fait ça sur Gemini, sur Coinbase et autres. Là, ils le font sur la DeFi, ce qui est très intéressant à noter. Ça veut dire qu'on a des institutionnels qui veulent se diriger vers la DeFi, en tout cas vers une cotation de la DeFi. On rappelle, CME, c'est Chicago Mercantile Exchange, c'est une représentation des futurs liés aux institutionnels, et on a un véritable attrait autour de la crypto-monnaie. De ce côté-là, le fait de faire une cotation et de faire un item d'évaluation en temps réel, ça veut dire qu'on a vocation à continuer à traiter ces crypto-monnaies, et notamment la place de la DeFi dans la crypto-monnaie. On terminera sur la plus grosse nouvelle qui va faire beaucoup de FUD, et je vais prendre un petit peu de temps pour vous expliquer ce qui se passe. Alors Grayscale a fait une note aux investisseurs, ce qui est habituel, sur l'état du fonds GBTC. Pour rappel, c'est un fonds qui détient énormément de Bitcoin, vraiment beaucoup de Bitcoin, et qui était le seul moyen pour l'institutionnel pendant longtemps de s'exposer au BTC. C'est un fonds de transaction qui a 2% de fee annuel et dans lequel on ne peut pas récupérer ces fonds sans vendre des actions. C'est le même principe, on achète des actions GBTC, et ces actions GBTC représentent un pesant en BTC, et le seul moyen de pouvoir récupérer cet argent qu'on a mis, c'est de revendre. Il n'y a aucun autre moyen de pouvoir le faire, et à côté, on a toujours 2% de frais qui sont retirés continuellement, ce qui est quand même très fort. GBTC a un discount de 40%, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'actuellement, les actions GBTC valent 40% moins cher que le prix de la représentation des actifs de GBTC. Ça veut dire que, actuellement, vous pouvez acheter à travers GBTC un BTC à moins 40%. Par contre, ça sous-entend que pour le vendre, vous ne pouvez vendre pas le BTC, mais vous vendez l'action GBTC qui elle-même a ce cours du coup de moins 40%. Et c'est un petit peu la problématique, c'est que des personnes qui sont rentrées, alors que ce soit en premium avec plus 20, plus 30%, ou à côté qui sont rentrés classiquement, le seul moyen de sortir, c'est d'assumer la perte, représentant justement la perte de discount très très fort qu'il y a au niveau de GBTC, et c'est une des problématiques réelles de Grayscale, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui souhaitent sortir, mais le seul moyen de sortir, c'est d'assumer une énorme perte. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi, depuis un certain temps, ils cherchent à passer en ETF qui permettrait, qui est une structure différente, qui serait un trust capital sur lequel on pourrait, qui serait pas justement un trust capital, qui pourrait justement avoir une forme de tracker, qu'on va avoir un prix égal BTC, donc ça veut dire qu'on n'aurait plus de discount et de premium lié à cet ETF, ou en tout cas beaucoup moins, et on aurait une possibilité de sortir sans vendre ses parts d'ETF, ce qui serait aussi un avantage général. Le problème, c'est que cet ETF spot BTC a été refusé depuis très très longtemps au niveau de la SEC, et que Grayscale, je vous en ai parlé depuis un certain temps, a commencé à faire passer par le mode légal concernant le refus, mais est en train aussi de se poser la question comment ils font, si jamais c'est toujours refusé, comment ils vont pouvoir gérer cette partie-là. Alors ce qui est intéressant, c'est que justement, ils parlent de retourner 20% de la valeur aux personnes détenteurs de Grayscale, d'accord? Les Grayscale Bitcoin Trust Capital Shareholder. Et là, beaucoup de personnes ont sauté sur l'occasion en se disant ok, c'est la fin de GBTC, ça veut dire qu'ils vont vendre tout leur BTC, et que forcément ils vont vendre pour pouvoir rembourser les holders de GBTC. Alors, c'est pas du tout le cas, ils précisent bien que ce n'est
pas le cas. Ils vont certainement faire une offre de rachat interne dans laquelle ils vont racheter 20% des parts de GBTC et qu'ils cherchent d'autres solutions pour pouvoir sortir de cette partie-là. Et la solution, on va pas se leurrer, clairement, c'est l'ETF. Et il n'y a aucune raison que GBTC ne puisse pas passer en ETF, à part justement un blocage de la SEC. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles ils sont en train de faire des actions en justice pour pouvoir le faire. Ça va prendre du temps, mais je ne doute pas que ça va se faire, et il n'y aura pas de cassure de GBTC, il n'y aura pas de vente des bitcoins de GBTC, et même s'il y avait les ventes de bitcoins de GBTC, je vous assure qu'ils ne seront absolument pas vendus au marché, ils seront vendus en OTC, donc ça veut dire hors marché, avec certainement un gros discount pour pouvoir récupérer beaucoup de liquidités, sur lequel on aura des géants comme Coinbase ou Binance ou tout autre gros géant qui cherche à investir en BTC, passeront par de l'OTC pour récupérer les bitcoins de Grayscale. Donc que ce soit 10%, 20%, la totalité, peu importe. Et dans tous les cas, c'est sûr et certain, ça ne passera jamais sur le marché. Faites bien attention à cette notion de FUD qui tourne autour. Et vous, dites-moi ce que vous en pensez justement en commentaire. Est-ce que c'est vraiment du FUD? Est-ce que vous êtes touché par ce type de nouvelles? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vu et qui vous a stressé? Est-ce que vous avez déjà vu aussi la vidéo que je vous avais faite sur mon point de vue au niveau de Grayscale et pourquoi ça ne pouvait pas nous impacter? Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout. Avant de se quitter, je vous rappelle que le Discord est en commentaire, c'est gratuit, et c'est un lieu de partage et d'échange autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading et de l'investissement. N'hésitez pas à rejoindre justement notre communauté de passionnés, et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et le Discord, on a mis en place un premium avec plus de contenu, avec plein de choses, comme par exemple 100 vidéos, 300 pages de formation et de guides structurés autour d'un parcours pédagogique. On y en rajoute toutes les semaines, donc ça grossit toutes les semaines. Vous y retrouverez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché, plein de choses, plein de contenu. N'hésitez pas à nous rejoindre et je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux. Je vous dis à tout de suite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.